Aujourd'hui, on va parler donc de la grande enquête que nous avons menée conjointement, main dans la main, avec France Qualité, représentée par Pierre aujourd'hui, France Processus, représenté par Michel, et du coup le mouvement québécois de la qualité, représenté par Manon, donc, qui se présenteront juste après. Voilà, cette enquête qui fait environ 70 pages, hein, si je ne me trompe pas, elle est assez riche, elle est très bien présentée en plus, donc je vous encourage fortement à la télécharger. On vous donnera le lien en fin de webinaire pour avoir plus encore de détails et de chiffres que ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est une synthèse des principaux enseignements finalement de ce baromètre de la performance 2024. Et donc, vous allez pouvoir en avoir un bon aperçu aujourd'hui lors de ces 45 minutes de présentation. Donc voilà, pour ma part, je suis Victor Matteucci, donc directeur des activités France de Pixfor. J'ai également participé à l'enquête en tant qu'analyste en fond de tâche, mais c'est surtout nos trois autres interlocuteurs qui vont se présenter dans l'ordre, qui sont les artisans aussi de ces analyses. Donc voilà, Pierre, je te laisse te présenter. Merci, bonjour à toutes et à tous. Pierre Giraud, président de France Qualité. France Qualité, c'est l'organisation représentative des professionnels de la qualité, des démarches d'amélioration continue et de maîtrise des risques en France. 8 000 membres au total et par ailleurs, j'ai la chance d'être le président de la communauté ouverte du groupe Air France après avoir été le directeur qualité corporate de la compagnie, d'où le lien. Merci, Pierre. Manon, tu peux nous dire un mot sur toi? Oui, bonjour tout le monde. Je suis vice-présidente innovation et excellence organisationnelle au Mouvement québécois de la qualité. Ça fait plus de 10 ans maintenant que je suis pour cet organisme. Nous sommes sans but lucratif et notre mission est de transformer les organisations de façon durable et responsable. J'ai participé à des précédents baromètres également avec Pierre et Michel. C'est une étude très intéressante et aujourd'hui, je serai porte-parole essentiellement. Je serai la voix du client du côté Québec-Canada. Voilà. Merci Manon pour cette introduction. Merci beaucoup. Michel. Oui, bonjour à toutes et à tous. Michel Raquin, donc je préside France Processus, qui est une association qui en 21 a été créée par le regroupement du Club des pilotes de processus et de Processway, dont Pierre d'ailleurs à l'époque présidait Processway. France Processus milite pour un management transversal des organisations en s'appuyant sur les chaînes de valeur, donc sur les processus. On peut peut-être souligner à ce niveau-là que récemment, avec Victor, au-delà même de l'Observatoire, avec Victor, on a écrit un livre qui s'appelle Manager par les processus et qui vient de sortir aux éditions AFNA. Merci Michel pour ce spotlight, tu fais bien de le souligner. C'est un beau travail en tout cas mené ensemble et surtout merci à tous les trois d'être présents pour cette présentation aujourd'hui. C'est pas simple hein, avec nos agendas très chargés d'avoir vos trois profils en même temps disponibles. Donc merci encore de vous être rendu dispo pour aujourd'hui. Donc le baromètre, voilà, je vous en disais un mot tout à l'heure pour en attendant les derniers inscrits. Donc c'est une enquête de 70 pages environ qui est téléchargeable gratuitement depuis le site de Pixfor. On vous enverra le lien tout à l'heure. Donc voilà, c'est une enquête qui est bien sûr coordonnée par Pixfor, mais qui n'est pas analysée et menée que par Pixfor. Voilà, vous avez eu la description de nos intervenants. On est sur des profils d'analystes très très sérieux et très très connaisseurs de ces thématiques qualité, performance, management des risques. Et donc, l'idée, c'était de vous en faire aujourd'hui une retranscription, en tout cas des principaux chiffres. Et c'est ce qu'on va commencer à s'atteler à faire maintenant. On a un historique hein, de ce baromètre de la performance et de la qualité. En fait, il existe depuis 2016 avec sa première édition. Et donc, il y a eu aujourd'hui 5 éditions avec l'édition 2024. Et on peut, avec cet historique-là, comparer finalement les chiffres et l'évolution des tendances. Alors, bien sûr, on essaye d'ajouter des nouvelles questions au fur et à mesure. Là, comme vous l'imaginez, on va avoir par exemple des thématiques IA, des thématiques risques, etc., qui vont s'ajouter au fur et à mesure des éditions. Mais voilà, du coup, on commence à avoir un bon recul sur un certain nombre de choses et on va vous partager tout ça.
Sur les participants à l'étude, il est intéressant de noter qu'on a un panel finalement assez représentatif des organisations francophones, puisque c'est une étude francophone, avec donc, comme vous le voyez, l'industrie qui est bien représentée sur le graphique de droite. On a aussi beaucoup de collectivités, de secteurs publics qui ont répondu. On va avoir la pharma, la transport, etc. C'est un maillage qui est assez finalement représentatif des maillages réels de l'emploi aujourd'hui. On va avoir des fonctions aussi variées dans nos profils de répondants. Alors bien sûr, ça va être majoritairement des profils qui vont être connectés à ces problématiques de la qualité, de la performance, de l'amélioration continue. Mais on va avoir aussi des directeurs généraux, on va avoir aussi des auditeurs, on va avoir finalement, comme vous le voyez, des chargés de projet, des responsables RSE, des contrôleurs de gestion. Donc voilà, on va avoir des profils différents qui sont représentés. Et en termes de pays représentés, eh bien, on va avoir beaucoup de répondants en France, puisque, comme on vous l'a dit, on s'appuie aussi beaucoup sur les réseaux de diffusion de France Qualité et France Processus, mais également beaucoup de répondants au Canada, au travers notamment du mouvement québécois de la qualité, et bien sûr plein de répondants qui n'appartiennent à aucune association en particulier, mais qui ont par rebond eu l'occasion du coup de participer à tout ça. Donc un panel environ de 700 répondants, donc ce qui est un panel qui augmente d'année en année. On espère le rendre au-dessus de 1000 sur la prochaine édition. On vous invite d'ailleurs à suivre tout ça pour pouvoir y répondre dès la fin de cette année. Voilà, donc un petit mot sur les réseaux d'échange. Donc voilà, comme je le disais, à peu près les 2 tiers des répondants participent à des réseaux d'échange. Alors soit ceux qu'on a cités qui sont représentés aujourd'hui parmi nos analystes, donc France Qualité, le Mouvement québécois de la qualité, France Processus, mais vous reconnaîtrez aussi peut-être d'autres associations ou réseaux auxquels vous participez. Donc par exemple les parcours croisés de l'AFNOR qui sont assez connus en France. On a également bien sûr la Chambre de commerce et de l'industrie et autres. Alors allons-y, nous allons rentrer maintenant dans le vif du sujet, maintenant qu'on a planté un petit peu le décor. Donc comme je le disais, n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions-réponses si vous avez des questions qui vous viennent sur les chiffres qu'on va vous présenter. Et c'est parti, Pierre, je te donne la main maintenant. Formidable. On commence par une question évidemment un peu structurante. Quelles sont les missions des équipes qualité? En tout cas, c'était ça l'interrogation. Dans les réponses, comme cela transparaît à l'écran, on retrouve sans surprise les vocations un peu traditionnelles finalement des équipes, tout ce qui tourne autour de la qualité de service, du pilotage des processus, de l'audit, effectivement la partie relativement classique au bon sens du terme des missions. Ce qui est tout à fait intéressant de mon modeste point de vue dans les réponses apportées par l'ensemble des personnes interrogées, c'est que on sent aussi un mouvement qui s'engage et on pourrait même dire se confirme par rapport à la précédente édition. On voit apparaître de nouvelles vocations des équipes. Par exemple, autour du management de la performance ou plus précisément d'ailleurs du lean management comme ça existe déjà, sauf erreur, de manière significative au Québec. Et puis, on voit aussi se profiler de plus en plus une partie responsabilité autour de la gestion des risques. Quand vous regardez les chiffres, là, en l'occurrence, les répondants disent oui, effectivement, nous avons pour mission la maîtrise des risques directement à plus de 50%. Et si on ajoute la partie indirecte à hauteur de 26 points, ça donne un total de l'ordre du niveau de Pareto, comme par hasard. C'est-à-dire que vraiment, de plus en plus, les équipes qualité sont en charge de cette partie-là. En d'autres termes, au fond, la qualité devient bien, c'est ça qui est prouvé en l'espèce, le pivot de l'ensemble des démarches d'amélioration continue, de prévention et de maîtrise des risques. Autre point qu'on va regarder, si vous le voulez bien, peut-être sur la slide suivante, à moins qu'il y ait déjà des réactions, c'est la question de la taille des équipes. Et effectivement, on s'aperçoit de manière assez logique d'ailleurs que
la taille des services, qualité, amélioration continue, performance, et toujours à taille humaine. Alors, ça se comprend assez bien, c'est particulièrement naturel dans les PME, PMI, voire les entreprises de taille intermédiaire, mais finalement, dans les grands groupes, on retrouve aussi la même approche. Pourquoi? Parce que l'organisation privilégiée est plutôt de type fonctionnel que hiérarchique. Et du coup, on est, de façon générale, y compris en opérationnel, en présence d'équipes à taille humaine. Simplement, ce qu'on peut aussi ajouter, c'est que, en tout cas pour la France, là aussi, l'évolution en termes de rattachement, voire d'intitulé, est très significative. De plus en plus, on parle d'équipes QSE ou HSE ou ACMI. En tout cas, on est bien dans une logique d'intégration sous l'égide de la qualité de différentes démarches de progrès et de maîtrise des risques. Autre élément peut-être un peu marquant, si je puis me permettre, quand on regarde bien l'évolution de la taille des équipes, on voit que, grosso modo, il y a une forme de stabilité, mais qu'il y a même aussi, et ça n'est pas négligeable, à hauteur de plus de 25%, des réponses sur le thème « ça augmente ». Et alors, ça peut être un peu contre-intuitif au moment où nous disons tous par ailleurs que la digitalisation, l'évolution des technologies peut induire un certain nombre de modifications. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Tout simplement le fait que, oui, la digitalisation, l'intelligence artificielle permettent effectivement de réduire l'ampleur d'un certain nombre de tâches, mais pour autant, le temps gagné, en fait, il est réutilisé sur le traitement de tâches à forte valeur ajoutée. Et du coup, non seulement il n'y a pas de tendance à la baisse, mais on voit bien que les effectifs se maintiennent, voire augmentent, ce qui, vous en conviendrez dans le contexte, peut apparaître d'une certaine manière comme une tendance un petit peu privilégiée. Tu l'as dit, Pierre. Je crois que Manon voulait réagir sur les différents éléments qu'on vient de participer pour donner un peu la tendance canadienne, québécoise notamment. Alors vas-y, Manon, je t'en prie. Oui, ben, merci, Victor. En fait, le lean management, Pierre vous l'a déjà introduit. Je voulais simplement ajouter que c'est effectivement la majeure partie des répondants viennent du Canada et dans cette optique-là, on l'avait déjà identifié en 2022, hein, dans l'ancienne version du baromètre, et tout simplement une influence fort probable de la culture nord-américaine qui fait que le lean manufacturing, comme on dit ici, est très populaire, mais aussi pris en charge très souvent par des équipes qualité. Excellent, merci beaucoup Manon. Tu constates également cette stabilisation des équipes, voire l'augmentation, malgré effectivement ce contexte qu'a décrit Pierre et ce côté un peu contre-intuitif de cette tendance du côté du Québec également. Oui. Très bien, bon, bah, c'est une bonne nouvelle pour les responsables et les équipes qualité du monde entier. Alors sur la performance, donc, est-ce que tu as un mot à nous dire, Pierre? On est un peu dans la continuité, je crois, hein, par rapport aux slides précédentes. Là, en réalité, transparaît le fait que de plus en plus dans les organismes, publics comme privés d'ailleurs, l'orientation consiste à essayer d'améliorer de façon permanente les résultats au service des différentes parties prenantes. En d'autres termes, on est sur une notion de performance globale et c'est bien la dominante un peu clé de plus en plus. Au passage, d'ailleurs, quand vous lisez bien le libellé de la question et des réponses, au fond, on se demande qui est vraiment responsable du management de la performance globale. Alors, assez naturellement, le dirigeant apparaît, c'est tout à fait compréhensible. Simplement, la vraie question, c'est plutôt, dans le cas où ce n'est pas forcément le dirigeant de manière directe, qui est en charge? Et là, il y a une évolution extrêmement forte qui se confirme d'édition en édition, c'est que effectivement, c'est bien de plus en plus le leader qualité qui prend la main sur ces sujets-là.
Et ça nous incite probablement à réfléchir à un certain nombre de problématiques. Là, mine de rien, y compris par rapport à la dernière version, on est à une évolution à hauteur de plus 5 points. C'est très significatif. Et déjà, il y avait eu une progression au cours des phases précédentes. A contrario, et j'ai le plus grand respect pour cette fonction-là, on voit que c'est un peu la tendance inverse du côté des équipes à vocation administrative et financière. Ça veut simplement dire que, alors que probablement, voici quelques années, le premier réflexe était celui de faire le lien avec les finances, et évidemment, ça demeure absolument clé pour les entreprises, là, aujourd'hui, la tendance consistant à dire il faut raisonner au global en termes de performance fait qu'on se tourne beaucoup plus directement vers les équipes qualité. Qu'il me soit permis de dire à ce stade-là que c'est aussi une exigence du coup, parce que ça signifie que les membres de la fonction vont avoir de plus en plus non seulement à s'intéresser à des domaines nouveaux, mais aussi à développer des compétences adaptées à une telle extension du périmètre de responsabilité. À la fois une bonne nouvelle et à la fois effectivement des responsabilités en plus. Manon, est-ce que tu voulais réagir sur le point de vue québécois sur cette question du management de la performance? Oui, en fait, le tissu des entreprises québécoises est beaucoup composé de PME. Et depuis la dernière édition du baromètre, on a vu beaucoup d'offres. En fait, il y a un grand projet qui a été lancé par le gouvernement québécois sur une offensive de transformation numérique. Et il y a eu énormément de travail de fait au niveau des processus. Et en fait, le dirigeant de la PME, c'est vraiment celui à qui on attribue la responsabilité. Donc, ça peut peut-être s'expliquer un peu de cette façon-là. Je suis un peu contente de voir que la performance est l'affaire de tous en mode décentralisé. En fait, on est quand même à 30%. Mais je dirais que de notre côté, on s'inquiète un peu. Quand c'est l'affaire de tous, quelquefois, ce n'est pas pris en charge correctement. Alors voilà, encore peut-être une question culturelle là, de notre côté pour la prise en charge par le dirigeant. Merci beaucoup pour ce commentaire. Effectivement, on le constate dans les PME, hein, c'est cette vision de plus en plus transversale. Aux côtés de la perception maintenant de la qualité, du coup, je pense que c'est toi, Pierre, hein, qui voulait nous commenter également ce point. Je pense qu'on a tous des retours d'expérience là-dessus, mais c'est vrai que la question quelle est la perception de la qualité reste majeure. On l'entend revenir de ci, de là dans les conversations. Donc, c'était absolument fondamental d'avoir une vision étayée, objectivée sur le sujet. Qu'est-ce qui transparaît là? 3 commentaires brièvement. Le premier, c'est de dire clairement la perception de la qualité de manière générale s'améliore. Je pense que là, les chiffres sont très probants et ça montre bien que de plus en plus, on a dépassé peut-être l'image qu'a pu avoir la démarche qualité par le passé. Là, on est vraiment sur une adhésion. Deuxième commentaire, et c'est une analyse qu'on mène beaucoup au sein de France Qualité, quelles sont les raisons qui peuvent expliquer un tel tournant? Alors, pas prétendre à l'exhaustivité, évidemment, mais on sent que la complexité d'un certain nombre de changements légaux et réglementaires peut jouer, que le besoin de structuration de démarches aussi. Probablement, ce qui change, c'est également la relation entre la direction et le leader qualité, ou entre l'ADG et la fonction amélioration continue. En d'autres termes, le lien est de plus en plus direct et il porte de plus en plus sur la stratégie. Pourquoi? Tout simplement parce que les dirigeants constatent de plus en plus que construire une stratégie et surtout la mettre en œuvre, ça implique de s'appuyer sur un certain nombre d'outils méthodologiques. Il faut commencer par écouter les parties prenantes, définir des objectifs. Ensuite, il faut décliner les plans d'action,
processus par processus, département par département, et in fine, mesurer les résultats aux fins de progrès permanents. Tout ça, évidemment, ça renvoie à la vocation de la fonction qualité. Et c'est probablement pour beaucoup dans les tendances qu'on constate là et qui sont très clairement encourageantes pour la suite. Merci. Est-ce que tu voulais réagir également, Manon, d'un point de vue québécois, ou est-ce qu'on est sur les mêmes évolutions de Oui, en perception, fait, plutôt dans le sens positif? oui, je tiens à mentionner au Québec que la proportion qui juge essentielle à l'efficience de l'organisation, là, la perception de la qualité, est à 63%. Donc, on est supérieur par rapport aux 53% qui est à l'écran. Et déjà, ça se constatait dans l'ancien baromètre également. On était déjà à 47% contre 18% à ce moment-là. Alors, on voit un retour en force du concept de la qualité chez nous. Essentiellement, on sait maintenant que beaucoup de produits et services sont en co-création avec les clients et c'est devenu plus important que jamais de satisfaire le client, mais dans ses besoins particuliers à lui et du premier coup. Donc, quand on faisait la production de masse, oui, c'était aussi important, mais là, beaucoup plus centré client. Alors, c'est un concept qui revient de façon assez forte chez nous. Merci, Manon. Et on va le voir, ça peut être en lien d'ailleurs avec la notion de maturité de cette démarche, Pierre. Oui, alors très clairement, on voit que le point d'appui sur une qualité globale, une nouvelle qualité s'affirme. Donc, assez logiquement, là aussi, on vérifie que la maturité de la démarche qualité progresse. À vrai dire, pas beaucoup quand on compare les deux éditions, la précédente et celle-ci, mais ça s'explique assez aisément parce que la maturité d'une démarche, ça s'analyse et ça se mesure sur le temps long. C'est-à-dire que l'évolution un peu politique qu'on constate là, en réalité, elle va se traduire forcément au niveau de la maturité, mais plutôt dans la durée et de façon progressive par extension et développement. Peut-être si on passe à la planche suivante, qui est, me semble-t-il, hyper intéressante aussi, d'autant que Victor ne l'a pas dit tout à l'heure par modestie, mais l'étude Pitchfork dont nous partageons là un certain nombre de résultats, c'est juste la plus large jamais réalisée dans le monde francophone quand même. Enfin, en tout cas, je tiens à le souligner parce que en termes de points d'appui, c'est évidemment majeur. Là, on est sur le sujet rôle de la qualité. On pourrait dire autrement, finalement, la fonction, qu'est-ce qu'elle apporte, à quoi elle sert d'une certaine manière. À nouveau, on va retrouver évidemment la bonification de la satisfaction client, logique. On va retrouver l'amélioration des produits et des services, toujours logique. Là, on est plutôt sur la partie externe par rapport au cœur d'activité des organismes publics ou privés. Là encore, nouvelle illustration quand même, il y a aussi une très grosse dimension interne autour des modes de fonctionnement. Par exemple, on retrouve les notions assez implicitement, mais on peut lire cela, de cohérence, de transversalité. Au fond, c'est bien la fonction qualité qui a à consolider tout cela. Et à nouveau, la maîtrise des risques. Donc ça confirme décidément que le rôle de la qualité, au sens vraiment d'une définition modernisée et élargie, fait sens à partir du moment où on parle de l'ensemble des parties prenantes sous les deux angles, prévention et maîtrise des risques, et ensuite bonification des résultats. Un tout dernier mot là-dessus, si vous le permettez. On voit bien que l'ouverture vers la RSE, comme on dit maintenant, elle pointe un petit peu là. Hein. Alors c'est à confirmer, à consolider, mais pour ceux qui avaient suivi l'épisode précédent de la saga, lors de la dernière version, on voyait justement poindre le développement de la partie prévention et maîtrise des risques, qui là se confirme de manière beaucoup plus nette.
je suis prêt à faire un tout petit pari qui est que lors de la prochaine édition, on va retrouver le même mouvement autour de la RSE. En tout cas, plus sérieusement, on le vérifie au sein de France Qualité, cette approche-là, elle est vraiment engagée. Et ultime commentaire peut-être, ça renvoie décidément à la question des compétences requises. Parce qu'à partir du moment où la fonction qualité va avoir de plus en plus à traiter de RSE, c'est clair que là, on va parler bien sûr de savoir-faire, comme aujourd'hui, mais on va aussi parler beaucoup de savoir-être, de compétences humaines et relationnelles, la capacité d'écoute, l'action de conseil et d'accompagnement, l'animation, la capacité de fédération. Je ne vais pas citer tout, mais c'est probablement le champ de développement pour demain. Donc Pierre, si je résume, on pourra appeler la prochaine édition les soft skills contre-attaque. Ça me paraît un excellent résumé, Victor. Bon, très bien, on va y réfléchir alors. Manon, est-ce que tu voulais réagir à ces derniers éléments de présentation? Ben oui, simplement mentionner qu'au Québec, en fait, la tendance est inversée pour les deux premiers éléments. Donc, le premier, se trouve à être l'amélioration de la qualité des produits ou des services, suivi par l'amélioration de la satisfaction des clients. Et en quatrième place, on retrouve chez nous la baisse des coûts de production. Probablement un lien avec le lean manufacturing dont on a parlé tout à l'heure, où il y a une grande emphase qui est mise sur l'optimisation de la chaîne de valeur et donc conséquemment aussi souvent une réduction de coûts. Oui, ça ferait effectivement sens, en effet. Je vais vous parler maintenant des principaux freins à tout ça, puisque ben voilà, on a parlé de tout ce qui était très positif et aussi de beaucoup d'évolutions, mais on rencontre toujours évidemment des freins qui nous empêchent d'avancer quand on met en place ces démarches qualité, amélioration continue et performance. Et on remarque que comme dans les deux précédentes éditions, enfin comme dans toutes d'ailleurs les précédentes éditions, pas que les deux dernières, c'est le même top 2, la même médaille d'or, la même médaille d'argent, enfin c'est les mauvaises médailles ici en l'occurrence. La première étant assez largement le manque d'implication des parties prenantes internes. Donc ça, voilà, c'est toujours une difficulté que l'on rencontre, même si bon, le pourcentage réduit un petit peu progressivement, mais ça reste le top de ce qui va bloquer et freiner ces démarches-là aujourd'hui dans les organisations, avec cette difficulté finalement à fédérer des fois de manière transverse, aussi transverse en tout cas qu'on le voudrait, puisque finalement l'approche processus, la démarche qualité, volontairement, elle se veut transverse, donc on a envie de progresser là-dedans, et globalement, bah, voilà, il faut encore convaincre, et on n'est pas encore, voilà, on ressent encore en tout cas des résistances de ce point de vue-là en interne. On a aussi un deuxième frein qui persiste depuis les précédentes éditions, c'est le manque de cohérence avec la stratégie et le management global. Donc ça, c'est de la même façon, ça peut traduire toujours un alignement parfois un peu difficile des directions finalement qui vont, même si on l'a vu, hein, se rapprocher de la qualité, bah, parfois rester finalement sourde à certains de leurs appels du pied. Donc la proportion réduit avec le temps, mais ça reste toujours le deuxième frein et donc toujours un chantier sur lequel il faut travailler, sensibiliser et du coup, voilà, on y travaille et c'est aussi pour ça que ce genre d'enquête est menée. C'est pour voilà, amener aux directions générales des organisations un peu l'importance que peuvent avoir les fonctions qualité, amélioration continue et performance. On retrouve après dans des proportions à peu près équivalentes eh bien, un certain nombre de choses, le manque de formation, le manque de soutien du coup en tant que tel de l'ADG, le manque d'outils adaptés, le manque de légitimité qui lui est en forte baisse. Donc ça c'est important de le souligner également et ce qui traduit aussi cet appui croissant de la direction, hein. C'est un peu ça, ça finalement ça réduit en proportion à peu près égale à ce que du coup les deux autres augmentent. Donc voilà, on voit que quelque part, on a une légitimité qui augmente finalement et une proximité avec la direction qui se fait de plus en plus finalement marquée. Et donc ça, c'est plutôt bon signe, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et ce qui devient aussi de moins en moins critique, c'est le manque de ressources. Et donc, comme l'a dit tout à l'heure Pierre, hein, il y a un peu, on peut y voir une forme de contradiction avec le contexte général actuel. Et pourtant, ben, voilà,
du fait effectivement peut-être de l'élargissement justement des fonctions et des thématiques abordées par le responsable qualité, qui peut être permis par un outillage qui évolue, qui peut être permis, donc voilà, on le disait hein, tout à l'heure, les tâches qu'on va pouvoir automatiser, les gains de temps qu'on va pouvoir faire. Et les thématiques finalement qu'on admet comme étant transverses à celles de la qualité, ou en tout cas très connectées avec la qualité, eh bien, voilà, on se rend compte qu'on alloue de plus en plus de ressources pour mener à bien ces missions-là, donc qui sont effectivement plus variées et du coup qui demandent un peu plus de ressources. Et donc ce besoin-là est moins ressenti et c'est également une très bonne nouvelle. Je ne sais pas si tu souhaitais également réagir par rapport à ça, Manon, côté Québec. Est-ce que on remarque les mêmes tendances? Oui, en fait, ce sont les mêmes tendances, effectivement, de notre côté. Très bien. Plutôt bonne nouvelle, tous les côtés. C'est plutôt une bonne chose. Côté implication de la direction maintenant, on a finalement une direction, comme on le voit, qui est quasiment dans la moitié des cas en codécision dans toutes les décisions associées à la qualité, à la performance, à l'amélioration continue. Donc finalement, ça confirme un peu ce qu'on disait hein, dans les dernières enquêtes, finalement les derniers chiffres de l'enquête. On a une proximité qui se fait de plus en plus avec la direction et surtout, finalement, la direction qui historiquement imposait un certain nombre de choses de façon top-down dans le management notamment de la performance, se retrouve aujourd'hui finalement de plus en plus conseillée par ces responsables qualité amélioration continue qui ont en quelque part gagné une sorte de légitimité, comme on l'a vu, comme conseillers privilégiés aussi de la direction générale. Donc ça, c'est vraiment intéressant de le noter parce que c'est aussi une tendance qui se renforce de plus en plus. Là, on le voit que codécision, concertation, à eux deux, on est voilà, à 75% des cas. Donc, dans tous les cas, on vient parler aux responsables qualité pour savoir où on va. Et c'est une très, très bonne chose. On voit que la consultation reste présente également. Mais par contre, voilà, la direction qui est impliquée que pour info, c'est devenu voilà, largement minoritaire. Donc on a vraiment une connexion forte qui s'établit avec une direction qui s'implique notamment en codécision, en concertation avec le responsable et l'équipe qualité. Donc un rôle de plus en plus stratégique. Et Michel, je pense que tu voulais nous dire un mot sur ce qui étaient les sujets qui vont prendre de l'ampleur. Peut-être avant, je ne voulais pas te couper le sifflet, Manon, si jamais tu avais une réaction par rapport aux éléments précédents et en phase aussi avec ce qu'on vient de dire ici, côté Québec. Oui. Parfait. Allez, Michel. Et on voit là que les sujets qui prennent de l'ampleur sont assez en lien avec tout ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant, hein. Tout à l'heure, Pierre parlait de l'émergence du RSE et on voit que le sujet RSE et SSG prend effectivement une ampleur importante, hein, puisque ce thème pointe en premier. Il est d'autant plus important en France que le taux des répondants France seulement est à 60%, alors que le global est à 42%. Même s'il est encore important, le management de la performance se situe cette année, là on le voit, en troisième position, certes, pas très loin de la gestion des risques, mais en troisième position, alors que sur le baromètre précédent, il était en première position et donc sujet qui prenait de plus en plus d'ampleur. On note quand même le bon positionnement de la maîtrise des risques, hein, et c'est un thème, je crois, qui progresse régulièrement, notamment depuis qu'a été mise en place la nouvelle version ISO 9001, version 2015. Alors, sans vouloir faire une analyse très précise, je dirais, de ces différents points, on voit bien quand même que la prise en compte progressive par les organisations de leur écosystème, hein, là je vois notamment toutes les entreprises qui mettent en avant ce qu'on appelle aujourd'hui la perma-industrie, ou bien les entreprises de- qui apportent, je dirais, ou qui s'efforcent régulièrement de modifier leur organisation grâce à la loi PAC, pardon, les conduisent, je pense, à proposer des produits éthiques et durables. Et c'est ainsi qu'on recherche de plus en plus cela à travers justement les demandes des clients. Et là, je pense qu'on ne peut pas non plus
négliger le poids des réglementations hein, qui sont très prégnantes aujourd'hui. Alors, si je reste sur le management de la qualité, hein, qui est le numéro 4 dans les différents sujets, on voit bien que les entreprises cherchent toujours à répondre de manière la plus ajustée aux besoins des clients. Alors, il y a un moyen pour cela d'y arriver, hein, ben, c'est de connaître ces processus, on l'a dit déjà plusieurs fois, pour savoir agir aux bons endroits et de ce fait répondre de manière la plus qualitative possible aux besoins des clients. Et on voit bien que le lien qu'il y a entre les réponses situées en niveau 3 et en niveau 4 pardon, et en niveau 5 euh, finalement donne de la cohérence à l'ensemble. Merci Pierre. Manon, il y a quand même une tendance qui est assez intéressante du côté du Québec avec justement la gestion des processus, donc le parti BPM et le management des projets d'innovation qui se retrouvent en première position. Est-ce que tu veux nous mettre ça un peu en perspective? Oui, en fait, la gestion des processus est à 46% du côté, de notre côté. En deuxième position, on a le management de la performance avec 45%. Puis la gestion des risques qui vient après à 33%. Donc, les pôles s'inversent un peu. Encore une fois, gestion des processus, beaucoup d'emphase, beaucoup de travail mis là-dessus au sein des entreprises québécoises dans les dernières années. Par contre, le management RSE, ESG, qui est en première place du côté du Québec, on a 19%. Donc, ça vient plus loin dans les éléments qu'on voit à l'écran. Euh, et là, il y a peut-être qu'il est question du répondant au sondage aussi, parce qu'en fait, le ESG est un sujet qui est de plus en plus populaire chez nous également. Par contre, il n'est pas nécessairement pris en charge par les équipes qualité. On verra tantôt on est un peu plus loin au niveau des risques, mais il y a souvent une personne qui porte le chapeau de ces aspects-là au sein de la gouvernance de l'organisation, qui n'est pas, encore une fois, le responsable qualité. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on le voit apparaître un peu plus loin. Mais essentiellement, chez nous, encore une fois, dans l'ordre, gestion des processus, management de la performance et gestion des risques qui prend plus d'ampleur également, là, avec entre autres, la dernière édition de la norme ISO 9001. Merci Manon. C'est intéressant parce que là, pour le coup, on a une vraie différence. Et c'est vrai qu'il y a une sensibilité. Peut-être tu voulais réagir par rapport à ça, Pierre, mais il y a peut-être aussi une sensibilité qui est forte spécifiquement en France où on a quand même beaucoup de répondants autour de ces thématiques-là, avec des réglementations peut-être spécifiques qui peut-être incitent les organisations à s'incliner vers ça. En tout cas, on peut voir une référence au texte en la matière à l'échelle européenne, enfin plus que française d'ailleurs, hein. Et c'est clair que ça joue beaucoup. Donc aujourd'hui, je ne vais pas parler de la CSRD parce que ce n'est pas forcément le sujet du moment de notre webinaire, mais on sent bien qu'un changement tel que celui-là, il implique du travail, de la compétence, de la démultiplication. Et là, on retrouve évidemment le rôle des équipes qualité. Donc, je partage assez l'analyse de Manon. Là, il y a un côté panorama qui est sans doute un peu différent entre la partie Amérique et la partie Europe. C'est clair. En tout cas, ça se ressent dans les chiffres. Michel, tu restes dans la perspective du futur avec qu'est-ce que les responsables aimeraient voir changer et évoluer. Alors, c'est intéressant de voir que renforcer la transversalité en faisant de l'approche processus l'un des piliers du management de l'organisation pointe à 63%, hein, ce qui est quand même un vœu très fort, hein. La vraie question, c'est comment effectivement le rendre très opérationnel. Alors, c'est vrai qu'il est clair que l'approche processus, d'abord, c'est pas une fin en soi, hein, mais reste quand même un moyen, et seulement un moyen pour atteindre ses objectifs de performance, et vraisemblablement un mode de management idéal pour se donner cette vision transversale de manière à pouvoir construire des produits qui répondent aux différentes exigences des clients. Mais c'est sûr que pour pouvoir incarner une transversalité au sein des organisations, faut-il encore l'incarner à travers une personne. Et si
Au niveau de chaque entreprise, on ne nomme pas des personnes à responsabilité de cette transversalité, de manière à faire coopérer d'ailleurs tous les acteurs qui doivent travailler de concert. Il est clair que le mot transversalité deviendra un mot, je dirais, sans fondement et sans vrai sens. Alors, on voit aussi que de ce fait, cette manière de manager l'entreprise, hein, à travers une vision transversale et à travers ces différentes chaînes de valeur et donc ces processus, c'est vraiment un moyen pour améliorer la performance de l'entreprise. Encore une fois, faut pas non plus le mettre comme étant le seul moyen, mais c'est quand même un moyen très important aujourd'hui pour pouvoir justement améliorer la performance de l'entreprise parce qu'on a affaire à des clients qui sont très exigeants et parce qu'on a affaire encore à beaucoup d'entreprises qui sont quand même très organisées en silos et qui justement par les actions actuelles ne permettent pas cette perméabilité entre les différents silos. Alors, je dirais, même si les progrès sont réels, hein, je pense en termes de transversalité au sein de beaucoup d'organisations, il me semble quand même qu'encore les directions générales ne sont pas suffisamment sensibilisées à cette approche. Et de mon point de vue, on a aujourd'hui devant nous un challenge relativement important pour sensibiliser les directions générales à cette approche de manière à ce qu'elles en tirent tous les profits qu'elles peuvent en tirer, notamment au niveau de la performance. Alors, on voit aussi, et je crois que le troisième point me paraît important, hein, quand on dit créer avec les responsables de processus une équipe reconnue intégrée dans les instances de pilotage de l'organisation, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut que les pilotes de processus soient responsables justement de cette transversalité et travaillent en liaison avec les autres fonctions de l'entreprise et notamment avec la fonction qualité. Merci Michel. Je vois beaucoup de réactions dans les commentaires, hein. Du coup, n'hésitez pas si vous avez des questions à utiliser l'onglet Q et R. Bien sûr, là, on commente des chiffres, hein. Donc, les chiffres, ils peuvent être interprétés de tout un tas de façons. Nous, on a essayé de regrouper l'analyse de trois associations et d'une entreprise pour finalement converger vers quelque chose qui nous paraissait le plus légitime et le plus objectif possible. Mais évidemment, l'interprétation parfaite n'existe pas. Donc, il y a peut-être plein de choses qu'on n'a pas le temps de mentionner ou auxquelles on n'a pas pensé également pour expliquer tout ça. On essaye en tout cas de vous donner la meilleure retranscription possible avec des points de vue quand même d'experts avec une bonne expérience. Alors juste là, il est 45, on a encore quelques éléments de chiffres à compléter. Donc on va accélérer un tout petit peu. Je vais passer sur la partie budget. On a quelques slides encore à vous passer. On passera ensuite sur les risques et on gardera ce qui nous reste de l'heure pour les questions et réponses. Il y en a déjà plusieurs, donc on pourra y répondre à ce moment-là. Donc sur les budgets des services qualité, un mot. Déjà, il y a une forte part des professionnels de la qualité, de l'amélioration continue, de la performance qui ne connaissent pas forcément les budgets à l'avance qui leur seront alloués. Donc on a une utilisation assez opportuniste finalement par projet, par exemple, de budgets qui ne sont pas forcément alloués tout de suite. Euh, on a par contre un recul des petits budgets, y compris dans les structures plus restreintes. Donc ça va un peu dans le sens de ce qu'on commentait avant. Finalement, on voit qu'il y a plus d'intérêt qu'avant à investir dans ces démarches qui sont de plus en plus inclusives avec d'autres démarches finalement comme la gestion des risques et peut-être aussi la partie RSE qui commence à prendre de l'ampleur entre autres, bien sûr, avec des investissements finalement qui sont à minima identiques, mais quand même dans plus d'un tiers d'écart en hausse. Donc c'est intéressant à noter. Ces investissements, eh bien, c'est toujours beaucoup en formation, parce que, comme on l'a dit, il faut sensibiliser non seulement la direction, mais aussi les autres parties prenantes internes hein, qui forment encore un noyau de résistance de temps en temps, comme on l'a vu dans les difficultés inhérentes à la fonction dans des prestations de conseil et d'accompagnement. Et on voit notamment que apparaissent en troisième position l'acquisition d'applications et de logiciels. Ils n'étaient pas à cette position-là il y a encore quelques années. Et ça, c'est quelque chose qui a assez fortement augmenté avec le temps. Peut-être que Manon, ça fait un moment, peut-être que tu as pas réagi d'un point de vue canadien et québécois notamment. Est-ce que tu voulais commenter sur ces derniers éléments qu'on a partagés avec Michel? Pardon. Non, en fait, les tendances sont les mêmes du côté du budget. Au niveau de ce qu'on aimerait voir changer, évoluer, je pense que c'est très, très parlant, la diapo précédente.
avec le 63% pour renforcer la transversalité, ça va devenir de plus en plus important. Chez nous, on parle déjà beaucoup d'industrie 5.0, d'où l'intégration de l'humain, des technologies et du développement durable au sein de l'organisation. Et on voit déjà que les silos sont très présents, donc ça devient difficile d'intégrer toutes ces dimensions-là de façon transversale. Mais on va devoir réussir à le faire dans les prochaines années. Ça va être la clé du succès. Effectivement, merci. C'est vrai que dans le cadre de cette industrie 5.0, il y a d'autant plus d'enjeux, effectivement. Alors, je vous relaisse la parole, du coup, sur la gestion des risques maintenant. L'aspect qui monte en puissance. Du coup, si Michel, tu souhaitais commenter avec Manon peut-être cet aspect-là. Je laisse Manon déjà commencer. En fait, merci Michel. Ce qu'on peut voir au niveau des personnes qui sont en charge de la gestion des risques, essentiellement, on voit qu'il y a une majeure partie des responsables qualité, suivi du risque manager et du dirigeant. Ce qu'on observe du côté du Québec, en fait, la responsabilité incombe le plus souvent aux dirigeants. J'en parlais tout à l'heure. Chez nous, dans la culture, la personne qui est imputable en bout de ligne de l'ensemble des risques de l'organisation, on parle souvent du dirigeant de l'organisation, bien que la gestion des risques puisse s'effectuer par d'autres personnes ou d'autres équipes à l'interne. Toutefois, il y a quand même une migration chez nous. Dans le dernier baromètre, le responsable qualité s'en occupait à hauteur de 10%, puis on est passé à 23% dans cette édition-ci. Donc, il y a peut-être une valeur ajoutée. Il y a une tendance à la hausse chez nous à confier la gestion des risques aux responsables qualité. Je te Je laisse poursuivre, commenterai Michel. j'apporterai un commentaire. Bon, c'est pas très facile de juger effectivement les personnes en charge de la gestion des risques, tout simplement parce que la taille des entreprises commande parfois à regrouper des fonctions sur une même tête. Hein, puisque là, on voit que, par exemple, le responsable de la qualité pointe à 34%. Il me semble que dans certaines entreprises qui sont peut-être de taille relativement modeste, regrouper les deux fonctions sur une même tête me paraît tout à fait judicieux. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que, on a une notion de risk management qui apparaît à ce niveau-là. Euh, Là, c'est plutôt effectivement ce que les grandes entreprises peuvent mettre en place au niveau de la gestion des risques. Donc, au final, effectivement, il faudrait pouvoir, peut-être dans un baromètre suivant, essayer de marier nos résultats avec la taille même des entreprises, de manière à avoir peut-être une image un petit peu plus fidèle de ce que tout cela représente. Hein, même si, encore une fois, ce que nous est présenté est tout à fait intéressant. Oui, d'ailleurs, peut-être pour compléter ce que tu dis, effectivement, dans l'enquête complète, vous verrez un peu plus de détails, hein. Bien sûr, là, on présente Oui. l'essentiel des chiffres. Là, comme vous voyez, en 50 minutes, on a le temps de vous en présenter que quelques-uns. Mais bien sûr, il y a 70 pages de chiffres, donc n'hésitez pas à vous plonger dedans. On vous partagera le lien, hein. Là, on peut déjà peut-être commencer à le partager avant le début de questions-réponses et on vous le repartagera à la fin, bien sûr. Alors simplement, quand on voit les méthodes, on voit très bien le lien qu'il peut y avoir entre les responsables de la qualité qui aussi s'occupent des risques avec la norme ISO 9001, puisque je le signalais tout à l'heure, cette nouvelle norme, ou la norme en tout cas de version 2015, a fait un accent relativement fort sur la maîtrise des risques. Les méthodes internes, oui, ben, je pense que beaucoup d'entreprises ou un certain nombre d'entreprises créent leur propre référentiel en matière de maîtrise des risques. Hein. Moi, alors, à l'inverse peut-être de certaines entreprises comme les banques ou l'assurance qui ont des référentiels, on pourrait dire, qui s'imposent à l'ensemble des entreprises. Dans le monde industriel, même si on se fonde sur le COSO, on voit bien que chaque entreprise doit créer son propre référentiel de manière à pouvoir maîtriser ses risques. Bon, il me semble que les autres outils, le SWOT, l'AMDEC, sont là aussi des outils fort intéressants, hein, mais qui sont utilisés par différentes entreprises.
Je sais pas, Pierre peut-être a peut-être des commentaires particuliers ou complémentaires à apporter, notamment sur les outils. Je ne sais pas ce que tu en penses, Pierre. Non, je ne sais pas si on aura le temps d'ailleurs de présenter les deux, trois derniers slides, mais qui sont de la même tonalité. Pour moi, le sujet d'avenir, c'est le fait que, en effet, quand on dit que le responsable qualité couvre la maîtrise de risque, en fait, on parle de risque avec un S, avec beaucoup d'S en réalité. En ce moment, il est question de la cybersécurité de manière très significative, par exemple. Mais je reviens juste en dernier mot sur le risque stratégique. Là aussi, quand on regarde bien, bon, le SWOT est un outil tout à fait utile, certes, mais il y en a d'autres beaucoup plus adaptés à la planification stratégique. Il y aura certainement à développer la professionnalisation en la matière. Tout à fait. Et tu m'offres une transition parfaite, Pierre, Hmm. sur la suite. Donc voilà, là, on vous a affiché pendant que Pierre était en train de le commenter, les familles de risques les plus concernées. Effectivement, je pense que sans surprise, on retrouve les risques de cybersécurité qui montent fort, hein, avec le contexte géopolitique notamment actuel, mais aussi les éléments réglementaires et légaux. On a évoqué, hein, les réglementations nationales, voire européennes ou nord-américaines. Donc voilà, on a un certain nombre d'éléments à prendre en compte. Et donc là, Pierre évoquait aussi les risques stratégiques et l'outillage qui va avec. Justement, on va parler très très rapidement des outils de la planification stratégique. Et là, en un mot, il y a assez peu de maturité de ce point de vue-là en termes d'outils utilisés. Là, on voit que le SWOT arrive également en tête ici des outils de planification stratégique. Voilà, un certain nombre d'entre vous noteront que c'est un outil, certes, qui va nous permettre de prendre des décisions, mais on est loin de faire le lien entre la stratégie et les actions avec le SWOT. Donc, on a des approches telles que Oshinkanri ou les OKR, par exemple, dans ce top, qui sont déjà un peu plus pertinents dans ce sens, mais on remarque quand même une relative, finalement, faible maturité de ce point de vue-là. C'est un axe de progrès pour à la fois les fonctions qualité et aussi de l'ensemble des organisations pour finalement aligner les systèmes, ce qui est un des souhaits justement de la fonction qualité, comme on l'a mentionné tout à l'heure. Euh, Peut-être Pierre, en deux mots, tu voulais compléter ce que je viens de dire sur la planification stratégique? Non, franchement, je pense qu'on peut passer aux questions-réponses. Allez, parfait, on va y aller. Juste un petit teasing. Donc là, voilà, on n'aura pas le temps de vous aborder tous les points sur la digitalisation. Mais voilà, là, on va avoir très, très rapidement, finalement, le taux d'utilisation et la satisfaction associée des différentes familles d'outils. Pour vous faire un résumé en deux mots, aujourd'hui, les systèmes de gestion documentaire, de gestion des incidents et des plans d'action, qui sont les outils un peu historiques de la fonction qualité, amélioration continue, performance, sont bien implantés avec des bons taux de satisfaction. On n'est pas trop mal aussi sur tout ce qui est logiciel BPM. Les mauvais élèves aujourd'hui, c'est plutôt tout ce qui est gestion de conformité, logiciel QHSE et d'exécution des processus. Petit commentaire sur cette dernière catégorie. Taux de satisfaction faible parce que souvent, c'est pas que les outils sont pas bons, c'est que les outils demandent un certain investissement en termes de ressources financières et humaines pour pouvoir être mis à profit. Et donc, on va avoir des fois finalement une mauvaise adoption, un mauvais taux de satisfaction lié à ça parce qu'on n'a pas forcément été au bout de la démarche et on va s'arrêter plutôt au logiciel BPM. En termes d'IA également, on parle aussi de tout ça dans le baromètre. Donc rapidement, les professionnels de la qualité, de l'amélioration continue, de la performance estiment que ça va être un game changer. Là, comme vous le voyez à 40%, il semble que les activités s'y prêtent particulièrement à l'utilisation de l'IA. Du coup, voilà, il y a multiples apports qui peuvent découler de cette intelligence artificielle qui sont listés ici et qu'on détaille un peu plus dans le document complet. Voilà, donc on va passer aux questions et réponses. Il nous reste 3 petites minutes. Je vais essayer de vous synthétiser un petit peu tout ça. J'en profite pour vous dire que là, à l'écran, vous avez les noms des différents intervenants que vous avez vus aujourd'hui. N'hésitez pas à rajouter les différentes personnes sur LinkedIn si vous le souhaitez. Vous pourrez ajouter aussi les associations sur LinkedIn également. Elles sont toutes présentes. Donc voilà, si vous voulez échanger. D'ailleurs, je crois qu'on a Manon en double. J'ai pas pu actualiser. Alors, je vais voir si je peux actualiser cette slide. Voilà, je vais la repasser avec le nom de Michel, ça sera mieux. Voilà, on va passer rapidement aux questions-réponses. Alors, je m'adresse à tous, hein, n'hésitez pas à répondre comme vous le sentez. Alors, on a la question déjà de Giovanni qui demande
lorsqu'on vous énoncez la partie performance, est-ce qu'elle inclut les enjeux ESG, RSE? Réponse courte peut-être, oui, de plus en plus. Et quand bien même on n'y penserait pas, l'évolution des textes va conduire à intégrer cette partie-là. Merci. Alors, on va avoir Ager qui va nous demander si le management de la qualité et de la performance en général doit être un vecteur d'alignement stratégique et comment expliquer que cela peut se retrouver comme un frein. Oui, c'est une question majeure. Alors, oui, il y a une dimension stratégique, on l'a dit. Simplement, encore une fois, la contribution de la fonction qualité, elle consiste surtout à asseoir la définition de la stratégie et à favoriser son déploiement. C'est là qu'il y a une dimension majeure. Alors après, évidemment, plus on parle d'alignement, plus c'est rassurant. Je crois surtout que c'est important que dans l'entreprise, l'ensemble des acteurs se sentent partie prenante du sujet. Autrement dit, le vrai rôle de la fonction qualité de ce point de vue-là, c'est d'animer et de fédérer les équipes de telle façon que la stratégie parle à tout le monde. J'embraye sur la suivante question de Diane. La gestion des risques dont il est question dans votre présentation englobe-t-elle les risques processus et les risques produits? C'est Michel qui répond. On a vu, je crois, dans la liste des différents risques, les risques qu'on appelle opérationnels. Et on voit bien que concernant les processus, là, on est pleinement sur la maîtrise des risques opérationnels. Claire? On va continuer, on va prendre une dernière question parce qu'il est déjà 17 heures passées. Donc je prends celle qui a été posée le plus tôt, hein, je fais dans l'ordre, je suis désolé. Est-ce qu'il est juste de conclure que les compétences requises ne sont pas présentes en entreprise? Elles sont souvent externalisées à l'organisation si on s'appuie sur le fait qu'une grande part de budget est allouée à des prestations de conseil. C'est vrai, hein, on l'a vu, ça arrivait en deuxième position des budgets alloués. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, la personne qui pose la question met le doigt sur un sujet absolument déterminant. Il me semble comme ça hein, que, en fonction de toutes les remontées qu'on a au sein du réseau France Qualité, grosso modo, les équipes en charge sont sollicitées de plus en plus, on l'a un peu dit les uns et les autres, sous l'angle du conseil et de l'accompagnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fonction qualité a vocation, je fais court un peu, à jouer de plus en plus un rôle de conseil interne. Alors, je ne suis pas en train de dire que plus personne ne va faire appel à des consultants extérieurs, d'abord parce qu'il y a des enjeux de compétences pointues qu'on doit traiter, et puis de toute façon, c'est toujours bon d'avoir un regard neuf ou complémentaire. Néanmoins, les membres de la fonction ont quand même de plus en plus vocation à intervenir comme consultants internes, entre guillemets. Et ce n'est pas si simple d'ailleurs, parce que on voit bien que ça implique, encore une fois, des notions de compétences relationnelles. On est très au-delà du technique. Et de mon point de vue, ça va être un enjeu assez fort dans les prochaines années. Pour synthétiser, nous avons, au titre de France Qualité, différents partenariats avec des établissements d'enseignement supérieur. Aujourd'hui, tout le monde sent bien que dans les cursus, je reviens à ton mot, Victor, il va falloir parler de soft skills. Eh oui, les soft skills contre-attaque. Donc voilà, on gardera ce titre alors pour la prochaine édition. Merci beaucoup Pierre, merci beaucoup Manon, merci beaucoup Michel pour du coup ces analyses vraiment super intéressantes qui nous ont permis de compiler ce document complet. Donc on vous a remis, je pense, le lien encore une fois dans le chat. Merci à tous les participants, participantes, à toutes vos réactions. C'était passionnant, évidemment, on n'a pas eu le temps de réagir à tout ou de tout commenter, mais on va tout lire parce que c'est hyper enrichissant pour nous aussi. Donc, merci beaucoup pour cette participation active de votre part. Voilà, encore un grand merci à tous, à nos experts, aux participants. On se retrouve très prochainement sur les différents réseaux
Et n'hésitez pas du coup à suivre les différentes associations, le MQQ, Mouvement québécois de la qualité, France Qualité, France Processus, partenaire donc à nouveau de cette édition du baromètre de la performance 2024. Et je vous remercie encore tous et toutes. À très vite.